Bonjour à tous et bienvenue dans le fil d'actualité des éditions Francis Lefebvre. Appelée couramment loi travail ou loi El Khomri, la loi du 8 août 2016 réforme de nombreux pans du droit du travail. Nous avons choisi de vous en présenter quelques éléments. Au sommaire, 1. On a beaucoup entendu parler d'inversion de la hiérarchie des normes. Qu'en est-il en réalité? 2. Concrètement, qu'est-ce qui change vraiment en matière de durée du travail? 3. La négociation collective et le rôle des partenaires sociaux sont-ils vraiment renforcés? 4. La fin des avantages individuels acquis, mythe ou réalité? Top chrono, c'est parti. On a beaucoup entendu parler d'inversion de la hiérarchie des normes. Qu'en est-il en réalité? Il n'y a pas, à proprement parler, d'inversion de la hiérarchie des normes en droit du travail, mais une nouvelle architecture de celle-ci destinée à donner plus de place à la négociation collective. Ainsi, tout le Code du travail sera à terme réécrit selon une structure en 3 parties. Les dispositions d'ordre public auxquelles on ne peut pas déroger, les dispositions relevant du champ de la négociation collective et les dispositions supplétives qui s'appliquent à défaut d'accord collectif. Cette nouvelle architecture est d'ores et déjà mise en œuvre par la loi travail en matière de durée du travail et de congé, priorité étant donnée, sur la plupart des points, aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Concrètement, qu'est-ce qui change vraiment en matière de durée du travail? La primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur la convention ou l'accord de branche devient le principe. C'est le cas notamment pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et le repos quotidien. Le législateur a aussi profité de la loi travail pour sécuriser le régime des forfaits en heures et en jours. La négociation collective et le rôle des partenaires sociaux est-il vraiment renforcé? C'était l'ambition du législateur et les modifications sont si nombreuses qu'on ne peut citer ici que les 2 plus importantes. Les accords collectifs obéissent désormais au principe majoritaire, autrement dit, ils doivent soit être signés par des syndicats ayant recueilli plus de 50% des suffrages, soit, à défaut, et si les signataires ont plus de 30% des suffrages, être validés par une majorité de salariés. Ces nouvelles règles s'appliquent d'ores et déjà aux nouveaux accords de préservation de l'emploi, à compter du 1er janvier 2017, aux accords relatifs à la durée du travail et au congé, à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs. À noter également que la révision des accords et conventions collectifs est facilitée pour en finir avec les situations antérieures de blocage. Par exemple, quand un accord d'entreprise est révisé après les élections des représentants du personnel, tous les syndicats représentatifs peuvent participer à la révision même s'ils n'ont pas signé l'accord d'origine. La fin des avantages individuels acquis, mythe ou réalité? C'est une réalité et curieusement assez peu médiatisée. Désormais, en cas de dénonciation d'un accord collectif ou de mise en cause de celui-ci en cas de transfert d'entreprise, quand la négociation d'un accord de substitution échoue, les salariés ne conservent plus les avantages individuels acquis comme auparavant, mais seulement leur rémunération antérieure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt.